À la mort de Louis XIV en septembre 1715, la France se présente comme un État centralisé et puissant, mais profondément marqué par le poids de la guerre, de la famille et de la rigueur monarchique. Louis XIV a incarné ce qu'on appelle la monarchie absolue. Le roi détient donc tous les pouvoirs, législatifs, exécutifs et judiciaires, et les exerce sans contrôle réel, basé sur le principe du droit divin, qui fait du roi le représentant de Dieu sur terre. Cette concentration du pouvoir a permis de renforcer l'unité nationale et de structurer l'administration du royaume, mais elle a également engendré des tensions ainsi que des inégalités. La société est strictement hiérarchisée. Le clergé occupe le sommet, jouissant d'exemptions fiscales et d'un rôle moral et spirituel central. La noblesse détient les privilèges, notamment l'exemption d'impôts directs comme la taille, et occupe des postes militaires et administratifs. Pour finir, nous avons le tiers-état, qui représente la majorité de la population. Elle supporte l'essentiel de la fiscalité et reste largement exclue des décisions politiques. La France subit également des crises démographiques et sociales sévères. L'hiver de 1709, surnommé le Grand Hiver, entraîne la mort d'environ 600 000 personnes, tandis que dans les années 1711 à 1715 sont marquées par des famines et des épidémies. La guerre de succession d'Espagne de 1701 à 1714 mobilise près de 300 000 hommes, soldats, et épuise les finances publiques, jusqu'au traité de la paix de Utrecht et de Rastatt, qui mettent fin au conflit et redimensionnent l'équilibre européen. En parallèle, la France traverse une crise de la pensée entre 1680 et 1715. L'édit de Fontainebleau de 1685 révoque l'édit de Nantes, supprimant la tolérance religieuse accordée aux protestants depuis 1598. Cette décision provoque l'exil de milliers de protestants et ravive la mémoire des monarchomaques, ces intellectuels protestants qui critiquaient le pouvoir royal absolu. À l'étranger, d'autres modèles politiques émergent. En Angleterre, la République de Commonwealth, dirigée par Olivier Cromwell, après l'exécution de Charles Ier en 1649, démontre qu'un État peut exister sans forcément avoir de monarque. Puis vient la Glorieuse Révolution de 1688 à 1689 qui installe Guillaume d'Orange sur le trône à la place de Jacques II, accompagné du Bill of Rights de 1689, qui limite le pouvoir royal et protège les droits des citoyens. Ces expériences fournissent à certains penseurs français des références concrètes à l'absolutisme tempéré par des institutions parlementaires. Plusieurs figures intellectuelles et aristocratiques critiquent ouvertement les excès de l'absolutisme. C'est le cas de Fénelon, précepteur du duc de Bourgogne, l'aîné des petits-fils de Louis XIV, qui publia en 1699 Les Aventures de Télémaque, un ouvrage sans autorisation où il décrit la société idéale de Salente. Dans ce texte, le roi doit partager le pouvoir avec la noblesse et respecter la sagesse des anciens. Louis XIV, voyant une critique de sa politique, retire Fénelon de ses fonctions à la cour. Ensuite, on peut parler de Boulainvilliers. Dans son essai sur la noblesse de la France, il remet en question le droit divin et défend un modèle féodal idéalisé dans lequel le roi est primus inter pares, le premier parmi ses pairs, et ne détient pas un pouvoir absolu. Nous pouvons aussi parler de Saint-Simon qui, à travers ses mémoires couvrant 1691 à 1723, il décrit la vie à la cour et plaide pour que l'aristocratie participe au pouvoir via le roi, entouré de plusieurs conseils spécialisés. Ces réflexions préfigurent la polysynodie qui sera expérimentée sous la Régence. À sa mort, Louis XIV a prévu un testament complexe qui prévoit la régence au profit du duc de Maine. Le duc de Maine est le fils légitimé par Louis XIV et de Madame de Montespan, assisté d'un conseil présidé par Philippe d'Orléans. Ça, c'est ce qu'il prévoit. Mais le Parlement de Paris annule ce testament au profit de Philippe d'Orléans, qui devient le régent plein et entier.
Le régent doit gouverner un royaume affaibli par les guerres et les crises, tout en assurant la transition d'un pouvoir absolu à une forme de gouvernement collégial. C'était l'objectif. Il va donc mettre en place la polysynodie. Ce système va reposer sur plusieurs conseils spécialisés qui doivent limiter le pouvoir du souverain tout en impliquant la noblesse dans sa gestion de l'État. Si un régent est mis en place, c'est parce que Louis XV, l'héritier, le roi, n'a encore que 5 ans. Il ne peut donc pas régner. La polysynodie rencontre de nombreux obstacles. Les conseils ralentissent les affaires publiques par un manque de coordination, tandis que le Parlement de Paris critique l'inefficacité de ce système et la politique de conciliation du régent sur la question janséniste. Donc, parallèlement, le parti espagnol s'oppose à une alliance avec l'Angleterre qui est en train de se jouer entre la France et l'Angleterre. Toutes ces critiques vont remonter et vont dépasser la politique, parce que le régent, on dit qu'il a des mœurs dissolues avec ses proches. Ses sous-pieds célèbres choquent l'opinion et alimentent les perceptions d'une aristocratie incapable de gouverner efficacement. Malgré tout, la Régence amorce des réformes administratives et financières importantes qui vont consolider la bureaucratie d'État héritée par Louis XIV. Le gouvernement d'Ancien Régime repose sur un réseau complexe d'institutions. Conseils royaux, intendants, commissaires, fermiers généraux. Les lettres patentes du roi doivent être enregistrées par les parlements et le droit de remontrance permet aux magistrats de contester certaines décisions. Cependant, ces institutions restent subordonnées à l'autorité royale. Les finances publiques sont organisées entre recettes extraordinaires et ordinaires. Les impôts directs comme la taille, la capitation et le dixième frappent les contribuables selon leurs revenus, tandis que les impôts indirects, tels que la gabelle et les aides, sont prélevés sur les biens de consommation. La professionnalisation de l'armée, la création de milices permanentes et des réformes de l'administration militaire consolident également le contrôle de l'État sur les forces armées. Le système fiscal français est profondément critiqué par son inégalité. Les impôts directs frappent lourdement le tiers-État, tandis que le clergé et la noblesse bénéficient de privilèges qui les exemptent un peu. Et Montesquieu ou même Daraganson dénonce l'injustice d'un impôt qui pèse également sur les pauvres et les riches. Les physiocrates et économistes, comme le marquis de Mirabeau, dans sa théorie de l'impôt, réclament la suppression des fermes et la liberté de commerce de l'agriculture. Les parlements demandent un contrôle plus strict des dépenses et l'excès annuel au compte de l'État. Ces tensions reflètent une opposition croissante entre la nécessité de financer l'État et le désir de justice fiscale. La France, au début du XVIIIe siècle, traverse une profonde crise financière. La monnaie a perdu un tiers de sa valeur entre 1686 et 1709, et le prix de la terre et des baux est divisé par 2. Pour pallier le déficit de la trésorerie, des billets sont émis en 1709 au profit du trésor royal via la caisse Légendre. Le système fiscal repose sur une distinction entre finances ordinaires et extraordinaires. Les finances ordinaires représentent environ 10% des recettes et proviennent principalement des revenus du domaine royal, des droits régaliens, tels que la déshérence et l'aubaine. Et ainsi, on peut rajouter des droits de juridiction sur les actes et les amendes. Les finances extraordinaires, quant à elles, sont constituées d'impôts dits directs ou indirects. Les impôts directs incluent la taille réelle, qui est proportionnelle à la propriété foncière, la taille personnelle, qui est calculée selon les revenus, la capitation, qui est créée en 1695 et réétablie en 1701, et pour finir, le dixième, qui est créé en 1710. Les impôts indirects touchent les denrées alimentaires et marchandises, comme la gabelle sur le sel, les aides sur les boissons et les viandes, et les traites pour les flux commerciaux entre les provinces et au-delà des frontières. Le contrôle de l'État repose sur des finances qui sont en fait divisées en plusieurs institutions. D'abord, nous avons les commissaires qui sont nommés par le roi pour représenter le
auprès des autorités locales et assurer le maintien de l'ordre. Ils sont révocables et disposent de missions précises, fonctionnant comme un mélange entre office et commission. Ensuite, on a donc les offices, qui représentent la fonction publique. Ils sont tachetables et héréditaires. Ils fournissent un statut social et des revenus modestes, complétés par des taxes attachées aux fonctions. Ensuite, on a la ferme générale, qui est créée pour centraliser la perception des impôts indirects et emploie entre 40 à 80 fermiers généraux et près de 30 000 agents. Elle contribue à environ 45% des revenus de l'État. Sous Louis XV, Philibert Aury, contrôleur général des finances de 1730 à 1745, réétablit l'impôt du dixième et développe les manufactures ainsi que favorise le commerce avec le Canada et les Indes via la Compagnie des Indes. Durant la Régence, on va aussi expérimenter un nouveau système qu'on va appeler le système Law et la bulle financière. Donc John Law est un financier écossais qui va proposer un système novateur, c'est-à-dire une banque générale qu'on va transformer en banque royale qui va émettre du papier-monnaie convertible et il va créer la Compagnie de l'Occident qui va centraliser le commerce colonial et permettre à l'État de recevoir des recettes à l'avance. Le succès est immédiat et les spéculations sur les actions fait grimper les cours et les fortunes semblent se multiplier. Mais ce système repose sur la valeur artificielle non soutenue par les réserves réelles, la spéculation. En 1720, la bulle éclate, les billets perdent leur valeur et de nombreux investissements sont ruinés. D'ailleurs, il y a même des suicides. Le système de Law montre à la fois l'ambition de moderniser l'économie française et le risque de la spéculation excessive dans un État centralisé, tout en préfigurant certains principes des banques centrales modernes. Le gallicalisme est la doctrine selon laquelle l'Église de France bénéficie d'une autonomie vis-à-vis du pape, tout en restant catholique. Le roi exerce le contrôle temporel de l'Église et intervient dans le recrutement des évêques et de l'organisation des diocèses. Ainsi, il reçoit aussi le don gratuit qui n'est ni un don ni gratuit, et ce don gratuit est voté par l'Assemblée du clergé. La France demeure catholique, mais avec un clergé subordonné au roi, qui devient l'évêque du dehors. Cette liberté relative du clergé permet au souverain de contrôler la religion comme outil politique, sans remettre en cause la foi en elle-même. On en parlait tout à l'heure, mais depuis la révocation de l'édit de Nantes en 1685, les minorités protestantes sont persécutées et contraintes à l'exil. Le jansénisme est un mouvement de rigoristes à l'intérieur du catholicisme. C'est un mouvement qui continue de poser un problème politique et religieux durant tout le XVIIIe siècle, et les parlements, certains évêques et une partie du clergé résistent à la bulle Unigenitus de 1713 qui condamne les propositions jansénistes. Le conflit n'est pas seulement doctrinal, il cristallise la question du pouvoir royal et des libertés locales, révélant la tension entre autorité monarchique et sphère religieuse indépendante. Les Lumières, courant intellectuel du XVIIIe siècle, sont centrés sur la raison, la liberté et le progrès des connaissances. Emmanuel Kant définit ce mouvement comme la sortie de l'homme de sa minorité intellectuelle par sa propre raison. La liberté, tant individuelle que collective, est la condition nécessaire pour que les Lumières se diffusent. L'espace public, qu'il s'agisse des salons, des journaux ou des sociétés savantes, devient le lieu où les idées circulent et où les philosophes, considérés comme majeurs, guident les mineurs, ceux qui restent ignorants ou soumis au dogme. Les salons mondains constituent le cœur de la sociabilité intellectuelle. Tenus principalement par des femmes, comme Madame Geoffrin, Madame du Deffand ou Mademoiselle de l'Espinasse, ils permettent aux philosophes, aux nobles et aux bourgeois de débattre et de diffuser les idées nouvelles. Ces lieux favorisent le cosmopolitisme et la diffusion de la langue française comme langue des élites et de la diplomatie. La mondanité y est essentielle. Voltaire écrit que « il faut être homme du monde avant d'être homme de lettres ». Ces salons sont des lieux où s'expérimentent des normes sociales, des échanges intellectuels et la circulation d'idées parfois subversives, en marge du pouvoir politique officiel.
Les sociétés savantes, comme les académies, regroupent nobles, clergés et bourgeoisie et légitiment les savoirs scientifiques et philosophiques. La franc-maçonnerie, importée d'Angleterre dans les années 1720, favorise la mixité sociale et intellectuelle, et développe un discours sur le progrès, la morale et la tolérance. Cependant, les Lumières ne sont pas homogènes. Rousseau, par exemple, critique le primitivisme et s'oppose à l'encyclopédisme. Voltaire défend la tolérance mais combat l'athéisme. Montesquieu préconise la séparation des pouvoirs et la modération du gouvernement, tandis que Condorcet souligne l'ignorance de la majorité de la population. Les philosophes des Lumières s'interrogent sur l'organisation de la société et le rôle de l'État. Montesquieu, dans l'esprit des lois, analyse les causes physiques et morales des lois et promeut la séparation des pouvoirs. Législatifs, exécutifs et judiciaires doivent s'équilibrer pour éviter l'abus. Rousseau, dans le contrat social, pose la question de la liberté individuelle au sein de la société. Il affirme que l'homme est né libre, et partout il est dans les fers, et propose un pacte social où la souveraineté appartient au peuple et où la volonté générale est la seule source légitime de la loi. Ces idées influencent profondément la réflexion politique européenne et préparent le terrain des réformes et des révolutions à venir. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, commencée en 1751, incarne l'esprit des Lumières. Elle compile les connaissances scientifiques, techniques et philosophiques, critique l'absolutisme et promeut la raison. Les philosophes y exposent leurs idées sur la société, la morale, la politique et la religion, en encourageant l'éducation, la tolérance et la réforme des institutions. L'encyclopédie devient un outil de diffusion massive des idées nouvelles et un instrument de transformation sociale, préparant les esprits à remettre en question l'ordre établi et à envisager de nouvelles formes de gouvernement.